Pourquoi une légion, qui avait déjà connu l'anéantissement dans le bain de sang le plus tristement célèbre de l'histoire de la Bretagne, a-t-elle été envoyée vers une mort encore plus certaine? Et comment se fait-il que son aigle, symbole sacré de l'invincibilité de Rome, ait été retrouvé des siècles plus tard, à des milliers de kilomètres de sa tombe présumée, tel un fantôme de bronze accusateur? L'histoire de la 9e Légion, surnommée Hispana, n'est pas une simple chronique militaire. C'est une blessure ouverte dans la mémoire de l'Empire, une énigme gravée dans la pierre et la tourbe, une histoire qui commence, comme toutes les grandes tragédies romaines, par le sang et l'ambition. Fondée au 1er siècle avant notre ère, probablement par Pompée le Grand, elle avait aiguisé ses glaives et trempé ses étendards dans les guerres civiles qui déchirèrent la République. Elle avait combattu en Hispanie, lui donnant son nom, puis en Gaule, se forgeant une réputation de férocité et de discipline de fer. Elle était l'un des piliers de la puissance romaine, un instrument de conquête parfaitement huilé. Mais le destin, ce dieu capricieux que même les empereurs craignent, semblait lui avoir réservé un chemin particulier, pavé de lauriers éphémères et de désastres spectaculaires. En l'an 43 de notre ère, elle fait partie des 4 légions choisies pour l'invasion de la Bretagne, cette île pluvieuse et mystérieuse aux confins du monde connu. Pour Rome, c'était le dernier trophée, la dernière pièce du puzzle impérial. Pour la 9e, ce fut le début de sa longue descente aux enfers. Pendant près de 20 ans, elle combat les tribus locales, les silures, les brigantes, repoussant sans cesse les frontières de la civilisation dans un paysage de forêts impénétrables et de collines balayées par les vents. Chaque victoire était payée au prix fort, chaque fortification construite semblait n'être qu'un îlot précaire dans un océan de barbarie. Puis vint l'an 60, l'année du feu et de la fureur. La rébellion de Boadicée, reine des Icènes, une femme dont le chagrin et la rage allaient faire trembler Rome. Alors que le gouverneur Suetonius Paulinus menait une campagne sur l'île de Mona, le sanctuaire des druides, le sud-est de la Bretagne s'embrasa. Camulodunum, la colonie des vétérans, fut la première à tomber, rasée jusqu'aux fondations, sa population massacrée. Londinium puis Verulamium subirent le même sort. La 9e Légion, sous le commandement de Quintus Petius Serialis, était la force romaine la plus proche. L'ordre tomba, implacable. Marcher à la rencontre des rebelles et rétablir l'ordre. Serialis, un homme audacieux jusqu'à l'imprudence, ne prit avec lui que son infanterie, environ 2500 hommes, laissant sa cavalerie derrière lui dans une erreur tactique qui allait s'avérer fatale. Il pensait affronter une horde désorganisée. Il trouva face à lui une armée mue par une haine sacrée. Le choc fut d'une brutalité inouïe. Les Icènes et leurs alliés, 10 fois plus nombreux, submergèrent les lignes romaines. La formation en tortue, invincible en terrain découvert, vola en éclats sous le poids du nombre. Ce ne fut pas une bataille, mais un massacre. Le légionnaire romain était entraîné pour combattre en formation, épaule contre épaule, le bouclier protégeant son voisin. Face à la marée humaine des guerriers bretons, cet ordre se mua en piège mortel. Chaque homme se retrouva seul, luttant pour sa propre survie dans un chaos de cris, de métal et de sang. L'Empire construisait des murs pour se protéger des barbares, mais l'ennemi le plus redoutable est toujours celui que le légionnaire voit dans le reflet de son propre bouclier. La 9e fut anéantie, son infanterie fut littéralement effacée de la surface de la terre. Serialis et une poignée de cavaliers parvinrent à s'enfuir, galopant à bride, abattus pour se réfugier dans leur forteresse. Pour Rome, la nouvelle fut un séisme. La perte d'une légion était une catastrophe. La perte de son infanterie tout entière, une humiliation sans précédent sur le sol breton. Toute autre unité aurait été dissoute, son nom rayé des registres, son souvenir voué à l'infamie. Mais la 9e, non. Rome fit un choix étrange, presque pervers. Elle décida que la Légion des Maudits devait vivre. Des renforts furent envoyés de Germanie, des milliers de nouvelles recrues pour combler les rangs des morts. La 9e fut reconstituée, son aigle redoré, ses étendards réparés. Mais une cicatrice invisible demeurait. Les survivants, hantés par les visages de leurs camarades massacrés, et les nouvelles recrues, héritières d'une défaite sanglante, formaient une unité marquée au fer rouge par le destin. Rome, dans sa sagesse impitoyable, leur offrit une chance de rédemption. Ou peut-être une punition plus subtile.
Elle les envoya sur le front le plus rude, le plus ingrat, le plus dangereux de tout l'Empire. Elle envoya la 9e Légion Hispana garder la frontière nord de la Bretagne face aux terres sauvages de Calédonie. Elle l'envoya construire une forteresse au bout du monde, une place forte qui allait porter le nom d'Eboracum. Rome a choisi de reconstruire la 9e plutôt que de la dissoudre. Était-ce un acte de confiance inébranlable ou une forme de punition cruelle? Dites-le nous dans les commentaires, votre verdict sur l'histoire nous intéresse. L'arrivée à Eboracum fut comme un exil sur une autre planète. Pour les légionnaires venus des vignobles ensoleillés de Gaule ou des cités affairées d'Hispanie, le nord de la Bretagne était un cauchemar de pluie et de brume. Un paysage où la terre semblait se dissoudre dans un ciel bas et gris, où les forêts étaient des masses sombres et silencieuses, pleines de menaces invisibles. Ici, aux confins du monde civilisé, la 9e devait planter l'étendard de Rome et le défendre jusqu'au dernier homme. Eboracum, la future ville de York, n'était au départ qu'un camp de marche en bois et en terre, érigé à la confluence des rivières Zouz et Fosse. Mais sous les ordres des ingénieurs militaires, il se transforma rapidement en une formidable forteresse de pierre, un bastion de l'ordre romain face au chaos. Les légionnaires, ces soldats bâtisseurs, échangèrent le glaive contre la pioche, le bouclier contre la truelle. Ils défrichèrent des forêts, asséchèrent des marais, construisirent des routes qui filaient droit à travers des paysages hostiles, des ponts qui enjambaient des rivières tumultueuses. Chaque pierre posée était une affirmation de la puissance de Rome, chaque route pavée un défi lancé à la sauvagerie environnante. Mais cette terre ne se laissait pas dompter si facilement. Les tribus locales, que les Romains regroupèrent sous le nom méprisant de brigantes, menaient une guérilla incessante. Ils ne cherchaient pas la bataille rangée, sachant qu'ils ne pourraient jamais vaincre une légion en terrain découvert. Leur guerre était une guerre d'ombres et de pièges. Des patrouilles disparaissaient, sans laisser de traces, avalées par la forêt. Des convois de ravitaillement étaient attaqués, leurs gardes massacrés, leurs cargaisons pillées. Les sentinelles, postées sur les remparts d'Eboracum, scrutaient les collines environnantes, non pas pour y déceler une armée en marche, mais pour surprendre le mouvement furtif d'un guerrier, peint en bleu, se fondant dans le paysage comme un esprit de la nature. La vie du légionnaire à la frontière était un mélange de labeur éreintant et de tensions paranoïaques. La discipline, ce fondement de l'armée romaine, était la seule chose qui les empêchait de sombrer dans la folie. Chaque jour commençait et finissait par les mêmes rituels. L'entraînement au maniement des armes, l'entretien de l'équipement, les tours de garde. C'était une routine conçue pour occuper l'esprit et le corps, pour ne laisser aucune place au doute ou à la peur. Mais la peur était là, tapie dans le brouillard matinal, dans le ululement d'une chouette la nuit, dans le silence soudain de la forêt. Les barbares combattaient pour leur terre, mais les légionnaires se battaient pour une idée. Et lorsque la brume de Calédonie a dévoré cette idée, il ne leur est resté que la peur. Ils se racontèrent des histoires sur les tribus du Nord, les Calédoniens, les Pictes, ces hommes peints qui se battaient nus, couverts de motifs terrifiants et dont la cruauté dépassait l'entendement. Des histoires de sacrifices humains, de rituels sombres dans des cercles de pierres anciennes. Ces récits, nés de l'ignorance et de l'effroi, transformaient l'ennemi en monstre, en une force primale et démoniaque. Seriez-vous capable de maintenir la discipline alors que le monde entier autour de vous sombre dans un chaos primitif? C'est pourtant ce que fit la 9e pendant près de 50 ans. Elle tint la frontière. Elle participa même à la grande campagne du gouverneur Agricola, s'aventurant loin au nord, jusqu'au pied des Highlands, et remportant une victoire écrasante à la bataille du mont Gropius. Elle semblait avoir enfin exorcisé ses vieux démons, lavé l'humiliation de la défaite contre Boadicée. Elle avait regagné son honneur, mais les frontières de l'Empire ne sont jamais stables. Les victoires ne sont jamais définitives. Au début du IIe siècle, l'agitation reprit dans le nord. Des troubles éclatèrent, des forts furent brûlés, Rome perdit le contrôle des territoires conquis par Agricola. La frontière recula. Une nouvelle fois, le sang coulait sur les terres du nord. Et c'est dans ce contexte de tension croissante qu'un ordre arriva de Rome, un ordre qui allait sceller le destin de la 9e Légion pour l'éternité. En l'an 117 ou 118, la situation était devenue intenable.
L'empereur Trajan, puis son successeur Hadrien, décidèrent qu'il fallait en finir. Il ne s'agissait plus de contenir les barbares, mais de les écraser une bonne fois pour toutes. Une grande campagne de pacification fut décidée, et la Légion choisie pour mener cette charge, pour s'enfoncer au cœur des ténèbres calédoniennes, fut la 9e. La Légion qui connaissait le mieux cet ennemi, la Légion qui portait encore les cicatrices de cette terre maudite, la Légion des survivants et des fantômes. L'ordre impérial était absolu, une volonté divine à laquelle nul ne pouvait se soustraire. La 9e Légion Hispana devait marcher vers le nord, au-delà des fortifications, au-delà des terres connues, et soumettre les tribus calédoniennes par le fer. Qu'est-ce qui est le plus terrifiant pour un soldat, la fureur de l'ennemi ou l'ordre d'un commandant qui le mène à une mort certaine? Au début de l'an 119, les portes de la forteresse d'Eboracum s'ouvrirent pour laisser passer une colonne interminable d'hommes et de bêtes de somme. 5000 légionnaires, l'élite de l'armée romaine, vêtus de leur armure segmentée, le casque brillant, le glaive au côté. Ils étaient accompagnés de plusieurs milliers de soldats auxiliaires, des cavaliers bataves, des archers syriens, des fantassins gaulois recrutés dans tout l'Empire pour épauler les citoyens soldats de Rome. À leur tête, un légat dont l'histoire n'a pas retenu le nom, un aristocrate envoyé par l'empereur pour gagner sa gloire ou trouver sa tombe. La colonne s'étirait sur des kilomètres, un serpent de métal et de cuir s'enfonçant dans les vallées brumeuses de ce qui est aujourd'hui l'Écosse. C'était une vision de la puissance et de l'organisation de Rome, une machine de guerre conçue pour conquérir le monde. Mais le monde qu'il pénétrait n'obéissait pas aux règles de Rome. Ici, il n'y avait pas de cité à assiéger, pas d'armée à affronter en bataille rangée. Le paysage lui-même était l'ennemi. Les montagnes escarpées, les forêts denses et les tourbières perfides ralentissaient leur progression, brisaient leur formation, les rendaient vulnérables. L'ennemi, lui, était partout et nulle part. Les tribus calédoniennes, unies face à l'envahisseur, refusaient le combat frontal. Elles avaient appris des leçons du passé. Leur stratégie était celle du harcèlement, de l'épuisement. Des groupes de guerriers peints surgissaient des bois, lançaient leurs javelots sur les flancs de la colonne, puis disparaissaient aussi vite qu'ils étaient apparus, se fondant dans un paysage qu'ils connaissaient comme leur poche. Les premières pertes furent légères, presque insignifiante pour une armée de cette taille. Une sentinelle égorgée pendant son tour de garde, un éclaireur qui ne revenait jamais, un chariot qui s'embourbait et dont les gardes étaient massacrés avant que le gros de la troupe ne puisse intervenir. Mais chaque mort était une piqûre d'épingle dans le moral des légionnaires. L'ennemi invisible était plus terrifiant qu'une armée en ordre de bataille. La tension montait, la fatigue s'accumulait. La pluie incessante rouillait les armures, pourrissait le cuir des sandales, transformait le sol en un bourbier qui aspirait les forces à chaque pas. Les nuits étaient froides, humides, remplies de bruits étranges qui mettaient les nerfs à vif. Les centurions, ces vétérans endurcis qui formaient l'épine dorsale de la Légion, redoublèrent de sévérité pour maintenir la discipline. Le moindre signe de faiblesse était puni avec une brutalité exemplaire. Mais même eux sentaient que cette campagne était différente. Ils avançaient vers le nord, toujours plus loin, mais vers quel objectif? Il n'y avait pas de capitale à prendre, pas de roi à capturer. Ils s'enfonçaient dans le vide, dans un territoire qui semblait se refermer derrière eux. Les lignes de communication avec Eboracum s'étiraient, devenaient de plus en plus difficiles à protéger. Chaque convoi de ravitaillement était une opération militaire à haut risque. La Légion était comme un navire s'aventurant dans un océan inconnu, perdant peu à peu le contact avec la terre ferme. L'arrogance romaine, cette certitude d'appartenir à la plus grande civilisation du monde, commençait à se fissurer. Face à ces terres primitives, face à ces hommes qui préféraient la mort à la soumission, la puissance de Rome semblait soudain fragile, presque dérisoire. Chaque jour de marche les éloignait un peu plus de leur monde et les faisait basculer dans celui de leurs ennemis. Un monde de violence brute, de survie et de superstitions anciennes. La marche vers le nord se transformait inexorablement en une marche vers nulle part, un voyage au cœur des ténèbres commandé par un empereur lointain qui ne verrait jamais le véritable visage de l'ennemi qu'il avait décidé de détruire. Plus la 9e s'enfonçait dans les Highlands, plus la terre elle-même devenait une arme.
les vallées étroites se muaient en pièges mortels, les forêts en labyrinthe où chaque arbre pouvait cacher un ennemi. La Légion, conçue pour opérer sur des terrains dégagés, était contrainte d'abandonner sa formation de marche compacte. La colonne s'étirait, se fragmentait, offrant de multiples points faibles aux attaques des Calédoniens. Le hachoir se mettait en marche, lentement, inexorablement. La communication avec Eboracum fut la première à être coupée. Les estafettes envoyées vers le sud ne revenaient plus. Les petits forts construits pour jalonner la route du ravitaillement furent pris d'assaut et incendiés les uns après les autres. La 9e était seule, isolée au cœur d'un territoire ennemi, sans espoir de renfort ni de provisions. Le rationnement commença. La faim devint une compagne de tous les instants, plus obsédante encore que la peur de l'ennemi. Les maladies suivirent, la dysenterie, les fièvres des marais, affaiblissant des corps déjà épuisés par la marche et le combat. Les tribus calédoniennes, voyant l'envahisseur affaibli, passèrent à la vitesse supérieure. La guérilla se mua en une guerre d'usure totale. Les attaques n'étaient plus de simples escarmouches, mais des assauts coordonnés et d'une violence extrême. Des cohortes entières, séparées du corps principal de la Légion, étaient encerclées et massacrées jusqu'au dernier homme. La discipline romaine, si efficace dans une bataille rangée, se désagrégeait dans ce chaos. Les ordres des centurions se perdaient dans le tumulte des combats. La cohésion des centuries, cette fraternité d'armes qui faisait la force de la Légion, volait en éclats. Chaque légionnaire se battait désormais pour lui-même, le regard hanté par la certitude d'une mort imminente. L'effondrement psychologique fut aussi dévastateur que les pertes militaires. Des hommes endurcis, des vétérans de dizaines de batailles sombraient dans la folie. Certains désertaient, s'enfuyant dans les bois pour être traqués et tués comme des bêtes sauvages. D'autres se retournaient contre leurs propres officiers. Des éclats de mutinerie éclatèrent, des centurions furent lynchés par leurs propres hommes, exaspérés par une discipline qu'ils jugeaient désormais inutile et cruelle. La répression fut impitoyable, les meneurs furent crucifiés ou décimés, selon la terrible tradition de l'armée romaine. Mais ces actes de barbarie ne faisaient que creuser le fossé entre les officiers et la troupe. La Légion n'était plus un organisme unifié, une machine de guerre invincible. C'était une foule d'hommes affamés, malades et terrifiés, pris au piège dans un enfer vert et gris. Le légat, dont l'histoire a oublié le nom, devait être un homme au bord du désespoir. Tous ses manuels de stratégie, toute son expérience militaire ne servaient à rien face à un ennemi insaisissable et à un environnement qui conspirait à sa destruction. Il n'y avait plus de plan, plus de stratégie. L'unique objectif était de survivre, de tenter de faire demi-tour et de regagner le sud. Mais il était trop tard. Les Calédoniens, menés par des chefs de guerre charismatiques comme Calgacus, dont Tacite nous a laissé un portrait saisissant, sentèrent que la victoire était à leur portée. Ils resserrèrent l'étau autour des restes de la Légion. La retraite se transforma en déroute. Les Romains abandonnèrent leur équipement lourd, leurs catapultes, leurs balistes, pour tenter de se déplacer plus vite. Ils ne construisaient plus de camps fortifiés chaque nuit, se contentant de bivouacs précaires. Ils étaient devenus une proie, une armée en fuite dans son propre cauchemar. C'est le paradoxe de la puissance. Plus une structure est rigide et organisée, plus elle est vulnérable au chaos. La Légion était une merveille d'ingénierie militaire, mais dans le hachoir calédonien, sa perfection devint sa faiblesse. Elle ne pouvait pas s'adapter, elle ne pouvait que se briser. Et la rupture était proche, le piège final se refermait. Face au désastre, un soldat n'a que deux choix, la discipline ou l'instinct de survie. Mais que faire quand la discipline vous mène à une mort certaine et que la survie est un déshonneur? Partagez votre opinion dans les commentaires. Votre choix moral nous en dira long. Le moment de l'agonie était arrivé. Les restes de la 9e Légion, peut-être 2 ou 3 000 hommes au lieu des 5 000 du départ, furent finalement acculés dans une vallée encaissée. Un cul-de-sac stratégique d'où aucune retraite n'était possible. Les hauteurs environnantes se couvrirent d'arts soudains de milliers de guerriers calédoniens. Leurs cris de guerre, amplifiés par l'écho, résonnèrent comme une sentence de mort. La dernière bataille de la 9e ne fut pas un acte d'héroïsme digne des poèmes épiques. Ce fut un carnage brutal, le démembrement final d'un corps déjà moribond.
Le légat et ses centurions tentèrent un dernier baroud d'honneur. Ils formèrent les cohortes en un carré défensif, un hérisson de boucliers et de pilum, la dernière formation de ceux qui n'ont plus d'autre espoir que de vendre chèrement leur peau. Mais le terrain jouait contre eux. Les Calédoniens dévalèrent les pentes de toutes parts, une vague humaine hurlante, leurs longues épées et leurs haches s'abattant sur les boucliers romains. La première ligne tint bon, par pure discipline et par la force du désespoir. Les pilums volèrent, fauchant des dizaines d'assaillants. Les glaives entrèrent en action dans un corps à corps sanglant et furieux. Mais la pression était trop forte. Le nombre, la fureur, l'avantage de la position, tout était du côté des Calédoniens. La formation romaine se fissura en un point, puis en un autre. Des brèches s'ouvrirent et les guerriers s'y engouffrèrent comme un torrent, brisant le carré de l'intérieur. Le combat se transforma en une multitude de duels individuels. L'ordre se mua en chaos, les centurions criaient des ordres que personne n'entendait, tentant de rallier leurs hommes avant de succomber, submergés par le nombre. Au milieu de ce maelstrom de violence, un groupe d'hommes se battait avec une énergie particulière. C'étaient les gardes de l'étendard le plus sacré de la Légion, son âme, son symbole divin, l'Aquila, l'aigle d'or. Porté par l'Aquilifère, un vétéran choisi pour son courage et sa force, l'aigle était le point de ralliement, la représentation physique de la puissance et de l'honneur de Rome. Perdre l'aigle était le déshonneur suprême, une tache indélébile sur le nom de la Légion. C'était pire que la mort, car c'était une damnation éternelle. L'Aquilifère, sentant la fin approcher, tenta peut-être de briser la hampe et d'enterrer l'aigle pour qu'il ne tombe pas aux mains de l'ennemi. Ou peut-être se battit-il jusqu'à son dernier souffle, l'étendard brandi comme un défi au destin. Mais ses efforts furent vains. Il tomba, et dans le chaos, l'aigle tomba avec lui. Une clameur de triomphe sauvage s'éleva du côté des Calédoniens lorsqu'un de leurs chefs brandit l'idole de métal doré. Pour eux, c'était plus qu'un trophée. C'était la capture du dieu de leurs ennemis, la preuve que leur terre avait vaincu l'envahisseur. Pour les légionnaires survivants, ce spectacle fut le coup de grâce. Le cœur de la Légion venait d'être arraché. Il n'y avait plus rien à défendre, plus rien pourquoi mourir. La résistance cessa. Certains se rendirent pour être probablement torturés et sacrifiés à des dieux inconnus. D'autres tentèrent une fuite désespérée pour être pourchassés et abattus. La plupart moururent sur place, le glaive à la main. Quand le silence retomba sur la vallée, il ne restait plus rien de la 9e Légion Hispana. Juste des milliers de corps mutilés, des armes brisées et une terre gorgée de sang. Une légion qui a perdu son aigle cesse d'exister. Elle devient une légion fantôme, une honte pour l'Empire. La nouvelle de sa disparition ne parvint jamais à Rome sous la forme d'un rapport officiel. Il n'y eut que des rumeurs, des silences, des questions sans réponse. Un vide s'était créé à la frontière nord de la Bretagne. Un vide que Rome allait s'empresser de combler, non pas avec des soldats, mais avec de la pierre et du mortier. La disparition d'une légion entière avec son aigle était un désastre d'une ampleur telle que l'Empire ne pouvait l'admettre publiquement. Ce n'était pas seulement une défaite militaire, c'était une faillite symbolique. C'était la preuve que la puissance de Rome avait des limites, que certaines terres et certains peuples étaient tout simplement inconquérables. Les premières rumeurs qui filtrèrent du nord de la Bretagne furent d'abord traitées avec incrédulité, puis avec une panique croissante dans les cercles du pouvoir à Rome. L'empereur Hadrien, qui succéda à Trajan en l'an 117, était un homme pragmatique, un administrateur et un stratège, plus qu'un conquérant. Il comprit immédiatement la gravité de la situation. Une victoire barbare de cette ampleur pouvait inspirer des rébellions dans d'autres provinces. La frontière de Bretagne, laissée sans défense, était une porte ouverte à des invasions dévastatrices. Sa réaction fut rapide et décisive. En l'an 122, il se rendit personnellement en Bretagne. Ce n'était pas un voyage d'agrément, c'était une mission de contrôle des dégâts. Il n'arriva pas à la tête d'une armée punitive pour venger la 9e. Il ne chercha pas à reconquérir les territoires perdus. Sa décision fut tout autre et elle marqua un tournant dans l'histoire de l'Empire. Il ordonna la construction d'un mur. Pas une simple palissade, mais une fortification colossale, une muraille de pierre qui devait courir sur 117 kilomètres, d'une côte à l'autre de l'île, de la mer d'Irlande à la mer du Nord. Le mur d'Hadrien.
Officiellement, c'était une mesure pour séparer les Romains des barbares, pour contrôler les mouvements et prélever des taxes. Mais en réalité, c'était un monument colossal, érigé à la peur. C'était l'aveu gravé dans la pierre que Rome renonçait à conquérir le Nord. C'était une cicatrice délibérément tracée sur le corps de l'Empire pour marquer la limite de sa puissance. La construction, menée par les légions restantes en Bretagne, fut une entreprise titanesque qui dura près de 10 ans. Pendant ce temps, une autre opération, plus secrète, était en cours. Une damnatio memoria, une condamnation de la mémoire, fut prononcée contre la 9e Légion. Son nom fut discrètement rayé des listes officielles de l'armée. Son numéro de matricule ne fut jamais réattribué, contrairement à d'autres légions dissoutes. Les registres furent modifiés, les archives purgées. La 9e Légion Hispana devait cesser d'avoir existé. Rome préférait un vide, un trou noir dans son histoire, plutôt que le récit d'une telle humiliation. À Rome, la mémoire est une arme plus tranchante que le glaive. Elle peut tuer un homme ou une légion entière bien après sa mort. Pour les familles des 5000 légionnaires disparus, il n'y eut jamais de certitude, jamais de deuil officiel. Leurs fils, leurs maris, leurs pères s'étaient tout simplement volatilisés, absorbés par les brumes de Calédonie. Le silence du gouvernement impérial était plus assourdissant que n'importe quel aveu de défaite. Il créa un mythe, une légende qui allait grandir avec les siècles, celle de la Légion perdue, de l'armée fantôme condamnée à errer éternellement dans les montagnes d'Écosse. Le mur d'Adrien remplit son office. Il stabilisa la frontière pendant près de 3 siècles. Il devint le symbole de la Pax Romana, cette paix imposée par la force. Mais il était aussi le témoin silencieux du sacrifice de la 9e, la pierre tombale d'une ambition déçue. L'Empire avait choisi d'oublier, de construire son avenir sur une amnésie organisée. Mais l'histoire, comme un fantôme, a une fâcheuse tendance à revenir hanter les vivants. Et le fantôme de la 9e Légion n'allait pas rester silencieux. Des siècles plus tard, des hommes armés, non pas de glaives mais de truelles et de pinceaux, allaient commencer à creuser la terre à la recherche de la vérité. Pendant près de 18 siècles, l'histoire de la disparition de la 9e Légion en Calédonie fut acceptée comme un fait. Elle était le récit parfait de l'orgueil impérial puni, une histoire d'avertissement sur les dangers de s'aventurer au-delà des limites du monde connu. Puis, à l'époque victorienne, l'archéologie, cette nouvelle science de la mémoire de la Terre, commença à poser des questions embarrassantes. Les premiers indices troublants surgirent là où on les attendait le moins. En 1866, lors de travaux à Silchester, l'ancienne Caleva Atrebatum, une ville romano-britannique située loin au sud du mur d'Adrien, des ouvriers mirent au jour un magnifique aigle de bronze, les ailes repliées. Il fut immédiatement et un peu hâtivement identifié comme l'aigle perdu de la 9e. La théorie semblait parfaite. Un soldat romain aurait réussi à le récupérer après la bataille et à le ramener vers le sud avant de le cacher pour qu'il ne soit pas repris. L'histoire était belle, romantique, mais elle ne reposait sur aucune preuve tangible. Le véritable séisme archéologique eut lieu bien plus tard, au XXe siècle, et à des centaines de kilomètres de la Bretagne. À Nimègue, aux Pays-Bas, sur le site d'une ancienne forteresse légionnaire, des archéologues découvrirent des tuiles de toit estampillées des initiales Legneisp. La datation de la poterie et d'autres artefacts trouvés sur le site suggéraient que ces tuiles avaient été fabriquées aux alentours de l'an 120, soit après la date présumée de l'anéantissement de la Légion en Écosse. Comment une légion anéantie pouvait-elle fabriquer des tuiles dans une autre province de l'Empire ? Le mystère s'épaissit encore avec la découverte d'inscriptions en pierre. On retrouva la trace de plusieurs officiers supérieurs de la 9e, comme Lucius Aemilius Carus, dont la carrière, gravée sur un monument, indiquait qu'il avait servi dans la Légion bien après 119 et qu'il avait même été décoré par l'empereur Adrien. Ces fantômes dans la pierre, ces preuves matérielles, contredisaient frontalement la théorie de la destruction totale en Bretagne. Une nouvelle hypothèse, la théorie orientale, commença à prendre forme. Et si la 9e n'avait pas été anéantie en Calédonie ? Et si, après avoir subi de lourdes pertes, elle avait été simplement retirée de Bretagne, déshonorée mais pas détruite ? Rome aurait alors pu l'envoyer sur un autre front, loin des regards, pour lui donner une chance de se racheter ou de disparaître pour de bon.
Le silence dans les archives, la damnatio memoria, n'aurait pas été la conséquence d'une défaite unique et spectaculaire, mais peut-être d'une série d'échecs ou d'une dissolution pour cause d'indiscipline chronique. L'enquête se transforma en un véritable polar historique. Les archéologues et les historiens devinrent des détectives, traquant le moindre indice, la moindre inscription, le moindre morceau de poterie qui pourrait révéler le véritable sort de la Légion. La vérité semblait se cacher dans les détails, dans les strates de terre et les fragments de textes anciens. Chaque nouvelle découverte ne faisait qu'ajouter une couche de complexité au mystère. La science moderne, avec ses méthodes de datation au carbone 14 et ses analyses géochimiques, permettait de poser un regard neuf sur des artefacts découverts depuis longtemps. L'aigle de Silchester, par exemple, fut réexaminé. Les spécialistes suggèrent aujourd'hui qu'il s'agissait, plus probablement, d'un ornement de statue provenant d'une basilique civile, et non d'un étendard légionnaire. La piste romantique s'effondrait sous le poids de l'analyse scientifique. La quête de la vérité devenait un jeu de pistes à l'échelle d'un continent, une énigme avec deux scènes de crime possibles. Les montagnes brumeuses d'Écosse ou un autre champ de bataille quelque part aux confins de l'Empire. Le mystère de la 9e Légion n'était plus une simple tragédie militaire, mais une question complexe de logistique impériale, de transfert de troupes et de carrière d'officiers. L'archéologie, en voulant résoudre une énigme, en avait créé une encore plus grande. Face à des preuves contradictoires, que devrions-nous croire ? L'histoire passionnante mais fragile d'une destruction héroïque en Écosse, ou la théorie plus complexe mais mieux étayée d'un transfert discret vers l'Est. Laissez votre avis d'enquêteur dans les commentaires. Si la 9e Légion n'a pas péri en Bretagne, où a-t-elle bien pu aller ? La théorie orientale déplace le curseur de l'enquête des collines pluvieuses de l'Écosse vers les déserts brûlants du Proche-Orient. Au début du IIe siècle, l'Empire romain était engagé sur plusieurs fronts. Mais la frontière orientale, face au puissant empire parthe et aux provinces turbulentes comme la Judée, était un véritable chaudron. L'hypothèse la plus séduisante suggère que les restes de la 9e, après avoir été retirés de Bretagne, auraient été transférés en Orient pour participer à l'une des deux guerres majeures de cette période. La première possibilité est la révolte de Bar Kokhba en Judée, qui éclata en l'an 132. Ce fut l'une des guerres les plus sanglantes et les plus difficiles de l'histoire de Rome. Les rebelles juifs, menés par le charismatique Simon Bar Kokhba, menèrent une guérilla féroce, infligeant de lourdes pertes aux légions romaines. L'historien Dion Cassius mentionne même qu'une légion entière fut anéantie au cours de ce conflit, sans toutefois la nommer. La 9e, déjà affaiblie et peut-être jugée peu fiable, aurait-elle pu être cette légion ? Envoyé pour expier sa faute dans un autre enfer, pour passer du hachoir calédonien au brasier judéen. C'est une théorie plausible mais qui manque de preuves directes. Aucune inscription, aucune tuile, aucun artefact n'a jamais lié de manière certaine la 9e à la Judée à cette période précise. L'autre possibilité est une guerre contre l'Empire parthe, l'éternel rival de Rome en Orient. Un conflit majeur éclata sous le règne de Marc Aurèle dans les années 160. Nous savons que des légions furent déplacées de tout l'Empire pour y participer. La 9e aurait-elle pu être l'une d'entre elles et trouver sa fin sur les plaines de Mésopotamie, face aux redoutables cataphractaires parthes, ses chevaliers entièrement caparaçonnés et à leurs archers montés ? Là encore, c'est une hypothèse séduisante. Disparaître dans une grande guerre contre un ennemi puissant serait une fin plus honorable pour une légion que de se faire massacrer par des barbares en Bretagne. Cela pourrait expliquer pourquoi Rome n'a pas totalement effacé son nom, laissant subsister quelques traces de ses officiers. L'idée d'un tel transfert est fascinante. Imaginez ces légionnaires, habitués au froid et à l'humidité de la Bretagne, soudainement projetés sous le soleil écrasant de la Syrie ou de la Palestine. Le choc culturel et climatique aurait été immense. Leur tactique, leur équipement, tout aurait dû être adapté à un nouveau type de guerre face à un ennemi totalement différent. Le contraste est saisissant. Ils auraient quitté un monde de brume, de forêts et de guérilla pour un monde de déserts, de cités anciennes et de batailles de cavalerie à grande échelle. C'est le destin tragique du soldat impérial, un pion déplacé sur un échiquier immense, jeté d'un enfer à un autre au gré des ambitions des empereurs.
Cette théorie orientale, bien que non prouvée, a le mérite de résoudre les contradictions archéologiques. Elle explique les tuiles de Nimègue et les carrières des officiers, mais elle laisse un goût d'inachevé. Elle remplace un mythe puissant et tragique, celui de la Légion engloutie par les brumes d'Écosse, par une fin plus prosaïque, presque administrative. Une dissolution ou une destruction sur un autre front, perdue au milieu d'autres conflits. La vérité est probablement quelque part entre les deux. La 9e a très certainement subi de très lourdes pertes en Bretagne au début du IIe siècle, une défaite si grave qu'elle a justifié la construction du mur d'Adrien. Les survivants, trop peu nombreux pour constituer une légion efficace, ont pu être amalgamés à d'autres unités et transférés en Germanie sur le Rhin, ce qui expliquerait les tuiles de Nimègue, puis les cadres et les officiers restants ont poursuivi leur carrière ailleurs, ce qui expliquerait les inscriptions. La Légion, en tant qu'entité, aurait alors simplement cessé d'exister, non pas dans un unique cataclysme, mais par un lent processus de dissolution. Elle ne serait pas morte d'un coup de hache, mais d'une lente hémorragie. La vérité est souvent moins spectaculaire que la légende, mais c'est précisément la légende qui nous fascine. Que la 9e Légion ait disparu dans les montagnes d'Écosse ou qu'elle se soit éteinte sur un front oriental, son histoire a dépassé le cadre de l'enquête historique pour devenir un mythe culturel d'une puissance extraordinaire. Une énigme historique est devenue une légende universelle. Pourquoi cette histoire, plus que celle de tant d'autres unités militaires romaines au destin tragique, continue-t-elle de nous fasciner 2000 ans plus tard ? La réponse se trouve peut-être dans l'œuvre d'une femme, l'écrivaine britannique Rosemary Sutcliffe. En 1954, elle publie L'Aigle de la 9e Légion, un roman pour la jeunesse qui va façonner la perception de ce mystère pour des générations de lecteurs. L'histoire de Marcus Flavius Aquila, un jeune centurion, fils d'un soldat de la 9e, qui s'aventure au-delà du mur d'Adrien pour retrouver l'aigle perdu de la Légion de son père et restaurer son honneur, est un chef-d'œuvre d'aventure et d'émotion. Sutcliffe ne prétend pas à la vérité historique. Elle prend le mythe et le transforme en une quête personnelle, une histoire sur le courage, la loyauté et la réconciliation entre deux cultures. Son roman a eu un impact immense. Il a donné un visage humain à la tragédie, transformant les légionnaires anonymes en personnages auxquels on pouvait s'identifier. Il a gravé dans l'imaginaire collectif l'image de la Légion fantôme, marchant éternellement dans les brumes des Highlands. L'histoire est si puissante qu'elle est souvent confondue avec la réalité historique. Pour beaucoup, la quête de Marcus Flavius Aquila est la véritable histoire de ce qui est arrivé après la disparition de la Légion. C'est la preuve qu'un bon récit est souvent plus fort que la vérité. L'art ne cherche pas à prouver, il cherche à faire ressentir. Et le mythe de la 9e est une source inépuisable d'émotions. Le cinéma s'est bien sûr emparé de la légende. De L'Aigle de la 9e Légion, en 2011, à Centurion l'année précédente, les adaptations ont offert des visions spectaculaires et sanglantes du dernier combat de la Légion. Elles ont accentué l'aspect survie en milieu hostile, transformant la campagne calédonienne en un thriller haletant, peu importe les inexactitudes historiques. Le but est de recréer le sentiment d'effroi, de désespoir et de bravoure face à un destin inéluctable. La 9e Légion est devenue un archétype, un symbole. Elle représente la frontière entre la civilisation et la sauvagerie, entre l'ordre et le chaos. Elle incarne le courage face à une défaite certaine, la loyauté jusqu'à la mort. Mais elle symbolise aussi l'arrogance impériale brisée, la machine de guerre qui se grippe et se disloque face à une force qu'elle ne peut comprendre. Son histoire nous parle de nos propres peurs, la peur de l'inconnu, la peur de se perdre dans un monde hostile, la peur de l'effacement et de l'oubli. Chaque époque réinterprète le mythe à sa manière. Pour les Britanniques, c'est une histoire de résistance nationale contre un envahisseur. Pour d'autres, c'est une métaphore de la futilité de la guerre et de la conquête. La Légion disparue est un miroir dans lequel nous projetons nos propres angoisses et nos propres valeurs. C'est peut-être là que réside le secret de sa longévité. Le mystère non résolu laisse la porte ouverte à toutes les interprétations, à toutes les imaginations. La 9e Légion nous appartient à tous, car elle n'appartient plus à l'histoire, mais au domaine du mythe. Elle est devenue un fantôme de notre propre culture,
Une histoire que nous nous racontons pour nous rappeler qu'il existe encore des zones d'ombre sur la carte du monde et que tous les mystères n'ont pas vocation à être résolus. Au terme de ce long voyage à travers les siècles, une question demeure: où et comment la 9e Légion a-t-elle réellement péri? Dans le sang et la tourbe de Calédonie, dans le sable et la poussière de Judée, ou s'est-elle simplement dissoute dans les limbes administratifs de l'Empire? La vérité est peut-être que la réponse exacte n'a plus d'importance. L'essentiel n'est pas dans la solution de l'énigme, mais dans l'existence de l'énigme elle-même. La disparition de la 9e Légion n'est pas une simple lacune dans les archives, un accident de l'histoire. C'est un vide qui a été délibérément créé. C'est un trou noir que Rome a laissé dans sa propre mémoire en guise d'avertissement. En effaçant la Légion des listes officielles, en instaurant un silence de mort autour de son destin, l'empereur Adrien et ses successeurs n'ont pas seulement cherché à dissimuler une défaite humiliante, ils ont utilisé le mystère comme une arme psychologique. Un récit de défaite, aussi terrible soit-il, peut être analysé, compris et finalement surmonté. Il peut même servir d'exemple, de leçon pour l'avenir. Mais un vide, une absence totale d'information, est bien plus terrifiant. Il paralyse l'esprit, il alimente les pires fantasmes. Le silence de Rome sur le sort de la 9e était un message adressé à tous, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Empire. Aux autres légions, il disait « Voilà ce qui arrive quand vous échouez. Non pas la mort, mais l'oubli, l'inexistence. » Pour un soldat romain dont l'honneur et la mémoire étaient les biens les plus précieux, c'était la pire des menaces. Aux ennemis de Rome, et particulièrement aux tribus du nord de la Bretagne, le message était encore plus subtil. Nous avons construit un mur, non pas parce que nous avons peur de vous, mais parce que vous n'êtes pas digne de faire partie de notre monde. Vous vivez dans un néant au-delà de la frontière de l'histoire. C'est l'histoire de la façon dont le plus grand empire du monde a été confronté à quelque chose qu'il ne pouvait ni conquérir, ni comprendre, et a choisi l'oubli comme seule réponse possible. La Calédonie n'était pas seulement un territoire, c'était une idée, un concept qui remettait en cause les fondements mêmes de la vision romaine du monde. L'idée qu'il puisse exister un lieu qui refuse la civilisation, qui prospère dans le chaos, qui préfère la liberté à la paix romaine. Face à cette anomalie, Rome a tracé une ligne, non seulement sur le sol avec le mur d'Adrien, mais aussi dans le temps avec l'effacement de la 9e. Le mystère de la disparition de la Légion est cette dernière frontière invisible, la véritable limite de l'Empire. Ce n'est pas une frontière géographique, mais une frontière mentale. C'est le point où l'ambition s'est heurtée à l'inconnaissable et où la seule réponse fut le silence. Aujourd'hui, nous cherchons la vérité avec nos outils scientifiques, nos fouilles archéologiques, notre analyse critique des textes, mais nous ne trouverons peut-être jamais la réponse définitive. Et c'est peut-être mieux ainsi, car tant que le mystère demeure, la 9e Légion continue de marcher. Elle n'est plus une unité de soldats morts depuis longtemps, mais un symbole éternel des limites du pouvoir, de l'affrontement entre l'ordre et la nature sauvage, et de la puissance des histoires que nous nous racontons pour donner un sens au silence. Elle est le fantôme qui hante les fondations de notre civilisation, nous rappelant que chaque empire a ses zones d'ombre et que l'histoire est aussi faite de ce que l'on a choisi d'oublier. Rome a effacé la 9e de l'histoire, créant un silence pour protéger l'empire, un mensonge au service d'un ordre supérieur. Aujourd'hui, que jugez-vous plus essentiel pour une civilisation, une vérité qui la fracture ou un mythe qui la soude? Votre choix dans les commentaires définira notre avenir.